Maintenant, je vais faire quelques illustrations de ce qu'on a vu à Tchernobyl comme conséquence du dépôt de radionucléides sur les sols. Il y a tout de suite des chercheurs comme Rose Goncharova, généticienne, qui s'est précipitée sur le terrain pour étudier les rongeurs forestiers près de Tchernobyl, où la radioactivité est très élevée, et puis aussi à 150 km de Tchernobyl, où la radioactivité est moins importante, et à 300 km, où elle est beaucoup plus faible. Évidemment que la radioactivité, il y en avait partout, mais vraiment les niveaux étaient très différents. Les radionucléides n'étaient pas forcément les mêmes, parce qu'à courte distance, on avait encore toutes sortes de particules qui ne sont pas arrivées loin, comme le plutonium, etc. Et elle s'est aperçue que de génération en génération, elle voyait une augmentation des mutations chez les descendants. Et cette augmentation des mutations se faisait aussi bien dans les zones hautement contaminées que faiblement contaminées. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on avait une sorte d'égalisation dans la fragilité, dans l'instabilité génomique chez tous les rongeurs de ce pays. C'est assez étrange, et si vous comptez, ça représente 22 générations. Pour nous, 22 générations, ça fait 3 siècles. C'est pendant 3 siècles qu'on peut compter, chez les gens irradiés, avec une augmentation chez leurs descendants de cette fragilité génomique. Et, en même temps, de cette sensibilité anormalement haute au rayonnement ionisant. Ce n'est pas très encourageant pour les populations qui subissent une irradiation au moment du choc d'iode de Tchernobyl, ou au moment des grosses retombées radioactives de Tchernobyl. Ça représente quand même peut-être 9 millions d'habitants autour de Tchernobyl et leurs descendants. Kofi Annan était en mesure de parler de ces chiffres-là qui comportaient aussi 3 millions d'enfants fortement irradiés. Une autre très brillante généticienne, de l'autre côté de la frontière, qui s'est établie, c'est-à-dire à Briansk en Allemagne, en Russie, a noté la même augmentation de mutation de génération en génération chez les rongeurs, et elle a suivi également cette même instabilité chez les humains, et en même temps cette augmentation de la sensibilité des humains aux rayons X, aux rayonnements ionisants artificiels avec lesquels on pouvait les soumettre. Je vais peut-être aussi parler de Bandajewski, que j'ai eu le privilège de connaître lorsqu'il était doyen de faculté, avant qu'il soit en prison, avant qu'il soit incarcéré, avant qu'il soit détruit par le système, parce que véritablement c'est une destruction à laquelle il a été soumis. Il n'est pas encore libéré de cet état de destruction par le mal qu'on fait à sa famille, à sa femme, à sa fille et à ses enfants ou petits-enfants. Bandajewski était un chef de service autoritaire parce qu'à 34 ans, être doyen de faculté, ça implique une poigne extraordinaire. C'était un homme très autoritaire qui a fait les travaux dont on vous a parlé, c'est-à-dire qui a étudié les rapports entre l'irradiation et la pathologie qu'il observait. Il a aussi démontré que, tout ça je me répète un peu parce que ça a été dit, ce césium qui entre dans l'homme n'entre pas dans un grand sac de flotte, mais il entre dans un organisme complet et qui comporte des organes, même des tissus, des cellules, et dans ces cellules, des noyaux et un protoplasme, et qui ne se comporte pas n'importe comment là-dedans. Et il se concentre, suivant les âges, dans certains organes et pas dans d'autres. Il a démontré, par exemple, que le petit enfant
avait des concentrations énormes dans le thymus, qui est très important pour lui, parce que c'est le point de départ de son système immunitaire, en particulier des lymphocytes T. Également dans le pancréas, où il a trouvé des concentrations les plus élevées, et d'une façon générale dans les glandes endocrines. Les glandes endocrines, elles commandent tout l'organisme, donc toutes les cellules, tous les organes sont dépendantes des hormones. On a parlé de la thyroxine, mais les glandes surrénales, les glandes sexuelles ont toutes des fonctions que vous connaissez qui influencent l'organisme entier. Donc, il a étudié ces corrélations, il les a publiées. Je pense que là aussi, on en a parlé. Et il a montré, alors avec le collègue Nesterenko, que cette charge en radionucléides allait de pair avec une augmentation des pathologies, pas d'une pathologie, mais des pathologies en général. Et par exemple, en Biélorussie, les autorités savent qu'ils ont actuellement, dans les zones contaminées, 80% des enfants qui sont malades, contre 15% avant Tchernobyl. Donc il y a une situation de santé déplorable dans ces régions. Alors c'est peut-être en partie dû aux conditions sociales, en ce sens que des gens riches, dans des zones contaminées, peuvent vivre proprement, si j'ose dire propre maintenant, à partir de maintenant, ça veut dire avec peu de radionucléides dans les aliments. Au début, bien entendu, que ces radionucléides entraient par voie respiratoire, l'iode en particulier, puis se distribuaient dans les organes. Ensuite, par irradiation externe, qui était très importante, on marchait dans un pays qui émettait des rayons gamma dans toutes les directions. Puis aujourd'hui, les radionucléides se sont infiltrés dans les sols, n'irradient plus que très peu l'extérieur de l'individu, mais comme ces radionucléides sont recyclés dans les végétaux, dans les arbres et dans les branches, dans les légumes et dans le fourrage des vaches, on retrouve dans le lait, dans le fromage, dans tous les aliments, dans la viande, bien entendu, dans tous les légumes et tous les fruits, dans les productions forestières, c'est-à-dire les champignons et les baies qui sont toutes gratuites, dans les poissons des bras morts qui sont aussi à la disposition de tout le monde, des pauvres comme des riches. Donc on trouve tous ces aliments à très bon marché et ils sont tous radioactifs. Donc les pauvres peuvent se nourrir et les pauvres se contaminent. Et comme ils se chauffent avec du bois contaminé, les cendres représentent dans la maison l'endroit le plus contaminé, où la maman est irradiée avec ses enfants, et ensuite ces cendres servent à enrichir le potager, qui se trouve chaque année un peu plus riche en radionucléides qui ont été collectés dans la forêt. Donc vous voyez que la situation pour les familles pauvres ne s'est pas énormément améliorée, d'autant plus que les autorités ne donnent plus de vacances gratuites dans des sanatoriums relativement propres, ne donnent plus d'aide alimentaire à l'école, où la cantine était propre, en même temps elle ne l'est plus. Donc la situation sanitaire ne s'améliore en aucune façon pour les enfants de Tchernobyl. Et c'est là, si vous voulez, que certaines associations essayent de maintenir des possibilités d'information et d'aide à ces enfants. L'information, c'est une information pour tout le monde, c'est-à-dire on va dans les villages, dans les écoles, et on mesure la charge radioactive. En césium, c'est tout ce qu'on mesure, mais c'est déjà pas mal, c'est un radionucléide qui est largement réparti dans le pays. Donc on mesure la charge en radiocésium des enfants. Ensuite, on enseigne aux familles comment se nourrir d'une façon défensive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut éviter le plus possible. Par exemple, vous ne devez plus manger d'anguilles, c'est un aliment hautement toxique.
Dans les champignons, vous devez choisir certains champignons et pas d'autres. Les chanterelles ont actuellement, cette année, une concentration de radionucléides telles qu'elles sont considérées par les autorités comme un déchet nucléaire. Donc, tout ça, on peut l'enseigner aux familles. On peut aussi leur donner des systèmes de centrifugation du lait si leur vache vraiment produit un lait de très très mauvaise qualité, encore une fois, du point de vue radiologique seulement. Sans ça, tous les produits des maisons sont très belles, les potagers sont très beaux, mais sont toxiques. Voilà. Et alors, pour que ces mesures se fassent, on continue à soutenir cet institut qui, évidemment, n'a quasiment pas le droit d'agir, mais il n'a plus le droit de faire les mesures à l'intérieur des écoles, ce qui fait qu'il a fallu inventer des camions, laboratoires, dans lesquels les enfants peuvent monter et sortir, où se trouve un entrepôt gamma-mètre qui permet de mesurer cette charge radioactive, où on peut rencontrer les gens. C'est devenu très compliqué et en fait aussi très coûteux. Cette activité, nous l'avons avec une association des enfants de Tchernobyl-Bélarus. Il y a d'autres associations qui font des travaux ou qui font venir des enfants. Et faire venir des enfants, c'est une grosse organisation, mais on s'est aperçu que le séjour ici d'un mois allait de pair avec une baisse de 30% de la charge radioactive. Si vous pouvez ajouter à ça une cure de pectine, dont on a parlé ce matin, on arrive à faire baisser la charge aux voisins de très peu de choses, donc d'un niveau qu'on considérera comme peu dangereux. Tout ça, ça nous amène à dire qu'il y a des seuils où ce n'est pas dangereux, et vous verrez dans un instant qu'il n'y a pas de seuil. C'est incroyable. Selon quelle tranche de population on a, combien le risque se trouve au-dessous des seuils admis de sécurité. Les travaux de Badajevski étaient intéressants, c'était des travaux expérimentaux qui montraient que la charge radioactive allait de pair avec un trouble fonctionnel des organes. Bien entendu que les savants en France ont dit que c'était des travaux très médiocres, etc. Alors j'ai laissé beaucoup crier jusqu'à ce qu'on se trouve une fois confronté avec des gens de l'IRSN, puisque c'était que l'IRSN, et Madame Sugier, qui était à ce moment-là responsable de ces travaux de recherche. Et je lui ai dit, cessez de dire du mal de Badajevski, répétez ces travaux expérimentaux. Alors elle m'a dit, je vous promets que je le ferai. Ah, c'est très bien, mais j'aimerais encore une chose, j'aimerais que vous m'envoyiez les protocoles d'études. Contre toute attente, j'ai reçu les protocoles d'études de l'IRSN. Et je me suis fondu de les lire, de les commenter et de les renvoyer. Et puis maintenant, j'ai la joie quand même de voir ces travaux. Et je vous avoue qu'ils sont bons. Alors, ils passent leur temps à dire ce n'est pas la même chose que ce qu'a dit Badajevski. Ça n'amuse pas beaucoup. Ils disent quand même que la répartition des radionucléides est tout à fait irrégulière selon l'organe. Ils arrivent à dire que la pathologie est proportionnelle à la quantité de radiocésium qui se trouve dans l'organe. Ils trouvent à dire que dans le cœur, dont ils contestent la pathologie, on trouve des troubles électriques, on trouve des troubles enzymatiques, on trouve tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils ne voulaient pas trouver, mais pas exactement les mêmes chiffres, les mêmes tests que Badajevski, mais tous ces troubles sont représentés avec des altérations du rythme, avec des altérations de la tension artérielle chez Laura. Donc, pratiquement, il confirme tout. En le critiquant dans les phrases, on s'en fout. L'important, c'est que le travail de Badajevski soit confirmé. Le travail clinique que l'IRSN veut mettre en place avec le projet, le financement CORE qui vient de l'Europe, est beaucoup plus grave.
parce que là, je n'ai pas reçu les protocoles, et là, je suis malheureusement compétent pour le faire, donc je ne les ai pas vus. Et j'ai vu l'étude préliminaire qui a été présentée par une pharmacienne qui a fait sa thèse, qui s'appelle Madame Landon, et c'est vraiment un protocole qui est une honte. Une honte d'autant plus que les résultats reposent sur des analyses statistiques savantes et que les données au départ sont inutilisables. Ils ont, dans la région de Briansk, en Russie, avec l'aide des médecins russes qui ne sont pas encore venus, parce qu'ils sont en retard et ils ne se mettent pas d'accord, mais enfin, avec l'aide des médecins russes qui viendra, ils ont collecté des maladies dans une institution, et ils ont collecté 4 maladies ou symptômes, disons des pathologies. Les tachycardies, c'est un cœur qui va vite, c'est pas une maladie, c'est un symptôme, ça peut être endocrinien, ou ça peut être cardiaque, ou ça peut être sanguin. Les anémies, ça peut venir de tout ce qu'on veut, mais c'est égal. Les ulcères gastro-intestinaux et les cataractes, dont il a aussi des questions, donc une opacité cristalline. Et puis, aux fantaisies, ils ont sélectionné des enfants, 5 sur 44, donc 44 dont j'ai parlé, avec un taux de césium très très élevé et une absence de symptomatologie. Et on n'a presque toutes. Et tout ce collectif, cette espèce de salade, est regroupé pour les analyses statistiques. Et les mesures du césium, à part celles du sein, on connaissait les résultats avant de commencer, étaient collectées dans une autre institution où on les a retrouvées. Ces mesures ont été faites en 2005. On fait des analyses 2 ans plus tard. Or, si vous connaissez les variations dans une population et chez les individus, des charges en césium 137, elles varient chez l'adulte de 1 à 3, chez l'enfant de 1 à 4. Donc, quand on mesure, comme je ne sais pas à quelle saison ça se trouve, et comme on ne le répète pas, je ne sais pas si c'est 4 fois trop haut ou 4 fois trop bas. Et ils ont eu la sagesse de ne pas renouveler les mesures, notre beau gammamétrique, après l'examen clinique. Donc, sur ces fausses données, c'est-à-dire des données qui n'ont aucun sens, ces fausses mesures, ils rassemblent des documents cliniques avec des groupes qui sont 4 garçons et 5 filles dans un groupe, et ils font des statistiques savantes, et ils vous disent que ce qu'a dit Bandajewski et Nesterenko sur les atteintes cardiaques n'existe pas. Ce qu'ils ont aussi dit dans les travaux expérimentaux, c'est qu'on ne trouve pas d'altération histologique. Mais Bandajewski a dit précisément que les maladies cardiaques, y compris quand elles sont graves et mortelles chez l'enfant, donc la mort subite, ces cœurs d'enfants n'ont pas d'altération tissulaire importante, et il décrit une cardiomyopathie, c'est-à-dire une maladie du myocarde au césium. Et en réalité, ce que fait l'IRICEN, c'est exactement la description d'une cardiomyopathie au césium. S'ils avaient trouvé une myocardite ou des scléroses importantes, ce serait une autre maladie. Voilà. Autrement dit, on peut, en imitant Bandajewski, répéter ce qu'il a fait de bien, ou, si on a décidé de faire n'importe quoi pour dire le contraire, on peut tricher. Alors ça, j'ai déjà vu dans les travaux qui viennent de France des possibilités de manipuler la vérité. Alors je vous donne juste un exemple.
Je ne lui donnerai pas de nom parce que je ne donne jamais de nom. J'ai un ami au Bélarus qui est chef de service et qui a publié un certain nombre d'études sur les malformations congénitales qu'on rencontre chez le nouveau-né après Tchernobyl. Et il y a une augmentation des malformations congénitales qui ont un caractère dominant, comme par exemple la polydactylie, comme par exemple les malformations multiples, comme par exemple les altérations des membres, et qui ont augmenté la polydactylie. Tout le monde est capable de diagnostiquer en voyant naître un enfant. Quand je vois naître un enfant, je regarde s'il a 5 doigts et 5 orteils des deux côtés. Vous faites la même chose, c'est tout à fait logique. Alors, ces travaux qui ont été publiés dans le monde entier sur les malformations congénitales qu'on trouve après Tchernobyl ont été supervisés par des experts venus d'un pays riche qui ne bénéficient pas d'un registre, on parlait des registres tout à l'heure, qui permet de faire de l'épidémiologie. En France, on ne peut pas faire de l'épidémiologie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, faute de registre. La Biélorussie avait son registre pour les cancers et son registre pour les malformations congénitales depuis avant Tchernobyl, depuis les années 70. Et l'OMS en était fière à cette époque. Les experts venus d'un pays qui n'a pas réussi à avoir un registre national des malformations, ni un registre national des cancers, est venu enseigner aux Biélorusses comme il faut le faire. Ils sont restés, je crois, 2 ans à traficoter dans ce registre, et ils ont sorti de ce registre sérieusement remanié. Moi je dis manipuler, mais les gens trouveront ce terme est un peu brut, alors ils ont remanié. Ils sont arrivés à produire un travail dans lequel plus la zone est contaminée, moins il y a de malformations. C'était le but de l'exercice. Mais ils sont restés longtemps. Et quand je voulais inviter ce professeur de génétique pour faire une conférence chez nous, il a dit « Maintenant, je n'ai pas le droit de parler, parce qu'on me paye. » Et il a mis sa signature sur cet abominable travail qui annule tous ses travaux préalables et tous les travaux préalables qui ont été faits en Russie, en Ukraine et au Bélarus. Donc vous voyez qu'on peut manipuler si on veut, on peut modifier si on veut les résultats des études. Alors Madame Sugier ne l'a pas fait et je lui suis très reconnaissante, mais vraiment très sincèrement reconnaissante, et je suis assez admiratif. Et puis, on vous a promis que je parlerai rapidement des... Est-ce que j'ai le temps de parler des... Alors, je vous parle des Allemands. Les Allemands, ce sont des gens qui travaillent très sérieusement. En Allemagne, si vous écrivez un travail sur les méfaits de Tchernobyl, sur les malformations ou sur la mortalité périnatale, donc les enfants qui meurent le jour de la naissance et le 28e jour, si vous écrivez un article là-dessus en montrant qu'il y a eu, après Tchernobyl, une augmentation très importante de cette mortalité périnatale, votre carrière n'est pas en cause. Vous n'allez pas en prison, vous ne perdez pas votre place, vous ne perdez pas votre salaire. Donc il y a une différence avec d'autres pays. Donc en Allemagne, il y a eu des travaux à Krümel, c'est une très grosse centrale atomique dans le nord, près de Hambourg, où on avait noté une augmentation des leucémies. À plusieurs reprises, il y a eu des publications de Schmitz, Feuerhake, et on s'est aperçu que finalement des travaux comme ça, il y en avait aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne, au Canada. En France, si on prend le travail de Jean-François Viel, et en Espagne, et en Allemagne. Donc ça fait 7 pays dans lesquels il y avait déjà des publications sur une augmentation des leucémies ou des cancers, ou des deux, autour des centrales atomiques. Mais si vous
si vous envoyez des experts de la CRIRAD pour mesurer la radioactivité dans les 5 km autour d'une centrale, ils vous diront, alors, c'est pas lourd, hein, c'est pas très lourd. D'autant plus que je ne suis pas sûr qu'ils mesurent le tritium comme il faut. Vous le mesurez? Enfin, si on mesurait le tritium, on aurait peut-être des surprises. Quoi qu'il en soit, c'est pas lourd quand même. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la radioactivité naturelle, ça ne représente pas un doublement, même pas une fois et demie, même pas une fois et quart. Ça représente très 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 peu de choses au-dessus, largement au-dessous de ce qu'on considère comme étant un risque, donc un risque de cancer. Ils ont donc fait la population qui était intriguée par ces travaux à Krumel ont écrit une lettre à Madame Merkel avec 10 000 signatures en demandant qu'on fasse une étude pour qu'on sache est-ce que c'est vrai ou pas vrai, est-ce qu'il faut avoir peur de la centrale. Le gouvernement a donné au ministre du Bund, donc de la Confédération allemande, l'ordre de faire une étude monumentale, sérieuse, sur les risques autour des centrales. Alors bien entendu qu'on a éliminé Krumel, parce qu'on sait qu'autour de Krumel il y a les leucémies, donc ça on ne l'a pas pris. On a pris 16 centrales atomiques, et ces centrales ont une cheminée. Cette cheminée émet, vous savez tous, un certain nombre de gaz radioactifs, dont tritium, dont des gaz rares, dont toutes sortes de choses, qui partent dans l'air. C'est en somme un déchet gazeux. On a vu qu'il y en avait qui étaient des déchets solubles qui partent dans l'eau, et puis il y a des déchets solides qu'on transporte à travers les pays. Donc ces déchets gazeux s'en vont, et s'il y a une radioactivité autour de la centrale, dans l'atmosphère autour de la centrale, ça doit venir de là. Donc on a fait des cercles concentriques autour de toutes les centrales, entre 5 km, 10 km, 20, 30, 40, 50. Et dans ce grand cercle de 50 km autour des centrales, on a collecté toutes les leucémies et tous les cancers. Et on a trouvé 593 leucémies d'enfants de moins de 5 ans. C'est un gros chiffre. Et on a trouvé 242 cancers ou tumeurs du cerveau, et on a trouvé 456 tumeurs embryonnaires. Donc on a trouvé un bon tas de cancers. Et comme l'étude était une étude cas contrôle, pour chaque enfant avec une tumeur ou une leucémie, on lui cherchait 3 sosies, 3 enfants qui ont le même âge, le même sexe, dans ces 50 km, et on le localisait pour voir si le fait qu'il soit en bonne santé venait du fait qu'il était loin ou proche. Ce qui fait que pour finir, avec ces enfants en plus, on avait 4000 et quelques enfants qu'on avait étudiés, dont certains avaient des leucémies, dont certains avaient des cancers. Et ensuite, l'ordinateur, avec les machines que vous utilisez pour circuler en ville, ont calculé à 15 mètres près l'habitat de l'enfant par rapport à la cheminée de la centrale. Donc très très précisément. Est-ce que c'était à 2 km ou à 50 km de la centrale? Alors qu'on était tous essoufflés d'inquiétude, la période d'observation c'était 23 ans, on se disait mais qu'est-ce que ça va donner ce machin, parce que c'est une étude colossale. Et le résultat a été remis aux statisticiens. Et le statisticien a eu l'impertinence de dire mais je ne sais pas pourquoi vous prenez des erreurs toniques. C'est la 10e étude qui se fait sur ce sujet. On a déjà montré 10 fois qu'il y a une augmentation des leucémies. On a dit taisez-vous, c'est pas. On n'avait pas à faire de commentaires, apporter des chiffres. Donc ils ont fini par apporter des chiffres. Alors il s'est trouvé que dans ce rayon de
5 km, chez les enfants de 5 ans, il y avait une augmentation statistiquement significative, hautement significative, des cancers, cancer du cerveau, etc. Et il y avait plus qu'un doublement du risque pour les leucémies dans ce cercle que dans le cercle qui allait au-delà. Mais si vous preniez 5 et 10 km, vous ramassiez quand même la majorité des leucémies, des cancers, et la différence statistique par rapport aux 50 km était encore plus grande. Et aux 50 km, on n'était pas encore au niveau de l'Allemagne dans son ensemble. Donc 50 km, c'est pas encore assez loin. Je ne vais pas vous dire que je trouve absurde de faire des cercles. C'est pas dans des cercles qu'on cherche la radioactivité, c'est dans des ellipses. Et une ellipse a un foyer qui est la cheminée, et le deuxième foyer est dans l'axe dominant de la rose des vents. Et là, on peut avoir des cercles qui ont, enfin des ellipses qui ont 100 km de diamètre d'un côté et qui en ont 10 de l'autre. Ce serait au point de vue statistique plus significatif encore, plus dramatique encore. Mais ce qu'ils ont fait n'est pas si mal, quoi qu'il en soit. Le résultat montrait aux catastrophes que les études que j'ai mentionnées tout à l'heure n'étaient pas fausses et que cette étude confirmait les études précédentes du Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et d'ailleurs. Donc ça, c'est l'étude allemande. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Alors, ils ont fait une chose assez épouvantable ou assez étonnante. Ils avaient fait ces plans, ils ont investi là-dedans, ils ont permis à des pro-nucléaires d'assister à l'élaboration des plans, à l'élaboration de l'analyse statistique. Et puis tout le monde a attendu le résultat. Quand le résultat est venu, les gens des centrales ont dit, cherchez l'erreur. Alors, c'est bien. C'est-à-dire que l'erreur, c'est le risque, c'est-à-dire c'est le niveau de risque qui est indiqué. L'erreur, c'est la donnée de base, c'est-à-dire qu'il suffit d'une radioactivité augmentée de très peu pour que, pendant la gestation, la mère soit irradiée, l'embryon soit touché, peut-être plus tard que le fœtus soit touché, peut-être que plus tard l'enfant soit touché dans les premières années de sa vie, tous les cancers. Donc c'est ça qu'il fallait apprendre. Et maintenant, depuis 2 ans, ils cherchent l'erreur. Alors si vous voulez les aider, c'est le moment, mais je pense que c'est assez grotesque. Ce qu'il faudrait enseigner aux gens, c'est comme à Tchernobyl. Tchernobyl a révélé des pathologies à laquelle nous n'étions pas préparés, et il ne faut pas hurler que ça ne peut pas être les rayonnements parce qu'on n'a pas les données dosimétriques dont on aurait besoin, mais il faut plutôt prendre la situation épidémiologique comme elle est actuellement et voir à quel risque, à quel niveau d'irradiation ça correspond. Et quand on mesure chez les enfants de Tchernobyl la radioactivité, ça permet de savoir au moins s'ils souffrent de quelque chose, qu'il y a une partie de risque, 80% contre 15% autrefois, que cette différence provienne de l'irradiation. Je vous remercie. Merci. Dans les populations de Tchernobyl, on s'aperçoit que les enfants, contrairement à tout ce qui figure dans les livres, les enfants ont des charges en 16e 137 qui sont plus élevées que les adultes. C'est gênant
Mais si vous réfléchissez un moment, c'est assez logique. L'enfant, dans son régime alimentaire, prend plus de lait que les parents. C'est quand même une très grosse source de contamination sur la totalité du poids de ces aliments. L'enfant est indiscipliné et va dans les forêts et ramasse des baies comme tout le monde, des myrtilles en masse. C'est un pays magnifique, la Biélorussie. J'ai jamais vu autant de baies à portée de main. Et quand vous allez en voiture, vous voyez des enfants qui tiennent 2 bidons de myrtilles dans chaque main, ou d'érelles, et qui les vendent aux passants en voiture. Ces sacs de myrtilles, c'est hautement radioactif. Mais quoi qu'il en soit, ces enfants sont beaucoup plus contaminés. Dans les textes officiels, dans les tableaux de la Commission internationale de protection radiologique, il y a un classement de la radiotoxicité des différents radioéléments, dont le césium-137, et que entre les adultes et les enfants, le coefficient, il ne ressort pas de ce coefficient que l'enfant, à quantité de becquerel égale, ça ferait plus de dégâts chez l'enfant, moins de dégâts chez l'enfant que chez l'adulte. Au contraire, quand on regarde les coefficients de dose pour l'enfant et l'adulte, on s'aperçoit que le coefficient est plus faible, donc ça ferait moins de dégâts chez l'adulte que chez l'enfant à quantité de becquerel égale. On voit les deux choses. On voit que les niveaux qu'on mesure chez l'enfant sont plus élevés, et on voit que la pathologie, elle, est beaucoup plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte. Il y a ces deux choses parallèles. Donc, il faut aussi savoir que ce ne sont pas les mêmes organes qui sont irradiés chez le nourrisson, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. C'est quelque chose qui est moins homogène et régulier. En tout cas, le nouveau-né et le nourrisson répartit son césium dans des organes extraordinairement sensibles, qui sont les glandes endocrines. Tu dis, moi j'ai pas trop confiance en ce truc-là, d'après la discussion qui vient d'avoir lieu, c'est pas qu'on peut pas trop avoir confiance, c'est que c'est carrément une insanité, ce qui est marqué. C'est-à-dire que si ce coefficient de 2, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, si cette histoire de coefficient 2, ça veut dire que les enfants sont 2 fois moins susceptibles à dose égale, c'est une énormité, c'est scandaleux, c'est monstrueux, c'est tout ce que tu veux. C'est pas juste, on peut pas trop avoir confiance. J'ai les mêmes interrogations qu'a eu Monique en voyant ça, en regardant des dossiers. Elle s'est dit, mais pourquoi? Moi, je n'ai pas de réponse. Je dis, je constate, comme tous les scientifiques, les tableaux, et dans ces tableaux, je vois qu'il y a des chiffres. Et c'est vrai que quand je regarde ces chiffres, moi, ça me laisse perplexe. C'est une bonne question d'abord. On a parlé ce matin de la pectine. Comment l'a-t-on développée? Il faut savoir que l'Union soviétique était en guerre froide avec les copains d'Amérique. Et ils s'attendaient à recevoir une certaine dose de radioactivité sous forme de bombes à hydrogène et autres. Et le corps médical a dû chercher des antidotes à distribuer aux soldats. Donc il fallait les soldats de la population. Et ils ont cherché toutes sortes de substances qui pouvaient fixer et éliminer, conduire à l'élimination accélérée de la pectine. Et alors ils ont trouvé dans les algues des glucides, des sucres, et ils ont trouvé dans les carottes, dans les pommes et dans beaucoup d'aliments très très courants, des sucres peu solubles, qui sont des très très grandes molécules que l'organisme n'arrive pas très très bien à fractionner, donc à absorber. Et ces grosses molécules de sucre, quand dans l'alimentation vous avez des métaux lourds comme le plomb, comme le plutonium ou le césium, à ce moment-là, ces grosses molécules s'en vont avec les sels, entourant, éliminant les métaux lourds.
Bon, voilà. Alors, mais il se trouve quand même qu'au bout de quelques jours, l'organisme est en mesure de fractionner cette pectine en grands morceaux, mais en morceaux suffisamment grands dans l'intestin pour qu'ils soient absorbés. Et à ce moment-là, cette pectine absorbée, donc ces sucres absorbés, sont éliminés par l'urine. Et vous avez, avec l'urine, une augmentation du césium, du strontium et du plutonium chez les gens contaminés. Donc tout ça, ça a été très bien étudié. Ça a aussi été étudié en Allemagne et ça a été étudié en Biélorussie aussi, mais on n'a pas fait le travail sur l'urine, on a fait le travail sur l'élimination globale de l'organisme. Il y a donc une double composante, on peut mobiliser ce qui est dedans et empêcher ce qui entre avec l'alimentation d'entrer dans l'organisme. Voilà. Donc c'est un produit très efficace, et quand vous pensez qu'il ne coûte rien, puisque c'est un déchet, quand vous pressez les pommes, vous laissez sécher ce que vous retrouvez, vous le hachez finement, et c'est ça qu'on donne aux enfants. C'est des tablettes de déchets de pommes. Il manque que le jus, et ça renferme 15 à 25% de ces sucres de pectine. Voilà ce que c'est. Et donc c'est quelque chose qui a été étudié par la soviétique. Plutôt comme plaisanterie, mais je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec toi sur un point, ce n'est pas un déchet la pectine. C'est un additif qui est un gélifiant qui est très utile pour faire des gelées. Donc ne dis pas que c'est un déchet. Bien sûr. Alors, je pense que toutes les dames qui font des gelées et qui font de la pâtisserie achètent de la pectine. Alors, nous sommes tous d'accord. Écoutez, je pense que nous sommes dans ce pays tellement dépendants de notre espoir de tirer quelque chose, c'est-à-dire essentiellement de l'argent, mais aussi du pouvoir, de l'autorité, etc., avec le nucléaire, que tout ce qui pourrait ébranler cette branche de la science ou de l'activité économique doit être rejeté définitivement et détruite. Qu'il y ait encore 2 ou 3 personnes dans cette salle qui se débattent pour essayer d'en parler, c'est une grande chance. Ils ne sont pas morts. Mais sans ça, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils disparaissent. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est pas si simple que ça. Et le problème, c'est le manque, effectivement, de personnes qui vont nous remplacer, parce qu'on n'est pas éternel. Et en plus, c'est vrai que les personnes qui, à l'intérieur de l'IRSN, selon l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, essayent de faire du travail. Et il y a effectivement du travail qui est fait, et pas du mauvais travail. Il y a des sorties qui ne sont pas forcément bonnes, mais ça c'est autre chose. Et c'est pas si facile que ça pour eux d'arriver à travailler. J'espère quand même que quand j'ai parlé d'Annie Sujet, qui est à l'intérieur, enfin, quand je l'ai rencontrée, elle était à l'intérieur, avec un poste important. Je pense que j'ai assez expliqué que j'ai été très impressionné qu'elle tienne parole, qu'elle me fournisse, quand même ça ne se fait pas tous les jours, des protocoles d'études d'un institut qui est à elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est stupéfiant. Vous comprenez que je me suis donné de la peine de lui répondre poliment, mais avec admiration. Et quand même, quand j'en parle, j'aimerais peut-être exprimer mon admiration. Est-ce que je l'ai fait suffisamment? Peut-être pas, et je m'en excuse.
J'ai Non, mais c'est un... tout à fait... Non, je suis tout à fait d'accord. Justement, c'était pour souligner ça, parce qu'Annie Sugier n'est plus là, et honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a repris son flambeau. Voilà. Donc je suis content que vous l'ayez ressenti comme étant l'expression de ma reconnaissance et pas un mépris du travail qui se fait à l'intérieur.